Est-ce que les designers vont mourir? Est-ce que vous avez peur de ça? On a décidé de supprimer Figma. Voilà, vous pouvez me huer. Ce workflow qu'on a mis en place, il a été bénéfique puisque sur Finari, la communication a été largement meilleure et on a délivré aussi beaucoup plus vite. En l'espace d'une journée, on a fait une 30aine d'écrans. Et du coup, je me suis dit comment, avec l'apparition de tout ce qu'on entend en IA, comment je pourrais m'aider moi-même dans mon travail. Voilà, c'est parti comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment tout ce qui se fait de plus nouveau et puis des personnes, en fait, des intervenants qui travaillent en fait pour vous, les designers, pour toujours faire mieux valoir le design dans l'organisation. Parce que finalement, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun outil, moi j'en connaissais pas en tout cas personnellement, qui me permettait de prendre des décisions, de m'aider à les prendre. Voilà, pas les prendre à ma place, mais m'aider à les prendre. J'ai construit quelque chose, c'était de créer une sorte de template, un outil, où vous avez juste à rentrer votre date, le titre de l'event, votre image, et puis vous avez cette génération d'ads. On a passé vraiment 90% de notre temps à brainstormer sur la spec, plutôt qu'à passer du temps à faire des flows, que je fasse des interfaces, qu'elle me fasse des retours, etc. On a pensé ensemble le produit. Ça a été pour nous beaucoup plus simple, en tout cas, de fonctionner de cette manière. Ah bah c'est cool, bonsoir à tous. Ah c'est cool. Bon bah franchement ça me fait hyper plaisir de voir cette salle comble et c'est bien, donc bravo à vous parce que c'était chaud d'avoir une place. Donc alors, pourquoi on est là ce soir, à votre avis? Enfin, en même temps, vous êtes tous là, vous avez déjà plein de questions, vous avez plein de questionnements, de problématiques. Quelque chose me dit que notre métier se transforme complètement. Donc les métiers du design, tous les métiers se transforment. Donc, il faut faire quelque chose et rapidement. Donc, on est beaucoup, je pense, tous ceux qui sont là, à mon avis, vous expérimentez énormément de choses à vos heures perdues ou pendant vos nuits, enfin, j'imagine. Hein. Enfin, qu'est-ce qui passe ces nuits à expérimenter des trucs de ouf sur Claude, Bah, voilà, c'est normal. Bon, bah, il faut y aller, les gars. En fait, on est en train de changer complètement là. On est en train de muter et c'est merveilleux. Enfin, c'est une nouvelle jeunesse, donc c'est trop cool. Notre métier change et c'est passionnant. Et donc là, aujourd'hui, on va avoir un peu tout ce qui se fait Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment tout ce qui se fait de plus nouveau et puis des personnes, en fait, des intervenants qui vont qui travaillent, en fait, pour vous, les designers, qui travaillent pour nous et pour toujours faire mieux valoir le design dans l'organisation. Parce qu'on a cette peur, enfin, je sais pas si vous avez peur que le design meure. Est-ce que les designers vont mourir? Est-ce que vous avez peur de ça? Non, ça va, c'est cool. Parce qu'il y a quelques mois, on avait un peu peur. Non? Bon, ça va. Donc maintenant, avec tous les nouveaux outils, puis l'arrivée de Claude qui devient vraiment notre meilleur ami, mais vous, ça fait longtemps, je crois que c'est votre meilleur ami. Là, ce soir, donc c'est la deuxième nuit qu'on fait sur le design en collaboration avec Dust. On va en faire aussi une autre au mois de mai sur la créativité, le branding. Et du coup, Steven va introduire cette partie-là. Donc, il a créé un petit outil, plein d'outils. Il va vous montrer comment il a changé son workflow pour créer pour faire son travail. Et du coup, on a aussi donc, on a Roman qui va passer en premier. Donc, il va parler d'un outil qui s'est créé pour valoriser le design et justement penser business. Donc du coup, c'est vraiment un outil intéressant pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le product builder, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur la strat, sur la conception, le produit, le dev et le business direct, donc trop bien. Et ensuite, on a notre duo super que je sais pas où vous êtes, mais vous êtes quelque part. Donc Noé et Maxime, pareil, qui ont fait sur LinkedIn, vous envoyez du bois à dire on a arrêté Figma, on a tout viré et tout ça. Donc ça, c'est forcément, ça choque tout le monde et en même temps, tout le monde se dit ah, il y a des gens qui ont réussi et en plus, c'est pas des développeurs, enfin un petit peu quand même, mais ça c'est et en fait, bon, on verra que Figma est toujours là quand même. Donc c'est un peu la guerre des outils. Non, Alex, toi, en fait, tu travailles pour Dust et donc c'est quand même, il faudrait que tu expliques ce qu'est Dust. Un petit peu, parce que qu'est-ce qui connaît pas du tout Dust? Bon, bah voilà, tu vois, donc ça, c'est bien, tu vois, il n'y a pas grand monde. Et donc, tu pourrais peut-être expliquer un petit peu et comment ça peut aider les entreprises, les designers à... Ouais, bien sûr. Alors, je vais faire ça de manière assez vulgaire et raccourcie. Mais donc, Dust, c'est un outil qui permet de connecter ces données d'entreprise, donc des Google Drive, des Notion, peu importe,
à des agents IA. Et donc, en fait, de faire bosser ces agents IA là-dessus. Et donc, il y a toute une grosse surface produit autour de ça, et donc qui permet en fait aux gens de gagner en productivité, de gagner en rapidité sur plein de processus, d'automatiser des choses, etc. Donc voilà, donc c'est pas des workflows, c'est pas des automatisations à proprement parler. C'est vraiment c'est des conversations avec des agents IA comme vous les connaissez, donc dans un chatbot, etc. Même si on essaye de faire un petit peu évoluer les choses. Et voilà. Et donc on est assez horizontal. On couvre pas mal de cas d'usage, donc ça peut aller du customer support jusqu'à l'ingénieur, jusqu'au commercial, peu importe. Et voilà. Et donc c'est assez intéressant parce que nous, pour les designers, on a vu des cas d'usage émerger assez vite, typiquement pour tout ce qui est copywriting, etc. Mais on a vu aussi que chez les ingénieurs, ça allait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que en fait, comme eux traitent avec de la donnée structurée, c'est beaucoup plus simple pour des modèles d'ingérer tout ça, de le comprendre et ensuite derrière de trouver des cas d'usage. Nous, c'est un peu moins le cas pour les designers. On travaille sur des Figma, on travaille avec de la donnée beaucoup moins structurée. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'organiser des petites soirées comme celle-ci, parce que ça permet aussi de partager un petit peu nos cas d'usage, nos trouvailles, les outils qu'on utilise, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ouais, c'est cool. Donc effectivement, alors il y a pas mal de formations aujourd'hui et du coup, bon, nous, ce qu'on propose, c'est toujours, dans un espace, un safe place comme tu disais. Donc un lieu sympa ou un lieu d'expérimentation. Donc on utilise, Dust pour, une des formations sur la création de contenu, donc content design et IA, qui est certifiante et qui sur 3 jours, et puis on fait aussi la formation agentique expérience design, donc sur 3 jours aussi. Donc là, on va expérimenter plusieurs outils, dont Dust, dont Lovable, bon, Claude a Donf. Évidemment. Ah, ouais, et puis, bon, un peu Figma Make quand même, et voilà. Et après, on est en train aussi de transformer toutes nos formations. Donc là, ça, faut suivre, hein, parce que donc sur le justement design system enfin Figma, design system avancé avec le MCP. Donc toutes ces choses-là, elles arrivent, et donc c'est génial. Enfin, c'est hyper excitant parce que du coup, on produit de la formation et tout ça. Donc du coup, c'est pareil, si vous avez ce qu'on avait fait la première fois, je pourrais vous laisser des post-it. Si vous avez des besoins spécifiques, vous nous les dites. Donc et ça se transformera soit en petits labs, des démos, ou d'autres événements comme ici ce soir, ou des formations. Quand s'il y a beaucoup de demandes, on fera des formations. Voilà, donc n'hésitez pas. Ici, c'est vraiment le laptop, c'est vraiment un lieu de partage, et même si vous voulez être intervenant, on cherche toujours aussi des intervenants sur des sujets pointus. Donc, feel free, comme Mickaël d'ailleurs qui est juste devant moi. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et bonne soirée à vous. Et Roman, notre premier invité, qui va nous présenter sa machine à héroïne. Bonjour à tous. Du coup, merci d'être là. Pour moi, c'est une surprise et c'est fou aujourd'hui d'être devant autant de personnes réunies, vraiment, parce que depuis 6 mois, je travaille sur un projet que j'ai créé pour moi-même initialement en tant que product designer sur la partie digitale. C'est un projet qui s'appelle Reality, et au démarrage, en fait, je sortais de plusieurs années de product design, à la fois sur l'aspect physique, donc IoT, et aussi sur l'aspect digital en termes par exemple, pour des applications métiers à risque et complexes, notamment par exemple sur des applications mobiles, en version desktop, version tablette. Et du coup, je me suis dit comment, avec l'apparition de tout ce qu'on entend en IA, comment je pourrais m'aider moi-même dans mon travail. Voilà, c'est parti comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à développer, à vibe coder du coup un outil pour moi-même, et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai essayé de me dire, en le présentant à des personnes, quelle promesse pourrait tenir mon outil. Du coup, le but de mon outil, ce serait de transformer les retours d'expérience utilisateur terrain, donc qualitative, enregistrée tout simplement, en aide à la décision stratégique. Parce que finalement, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun outil, moi j'en connaissais pas en tout cas personnellement, qui me permettait de prendre des décisions, de m'aider à les prendre. Voilà, pas les prendre à ma place, mais m'aider à les prendre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que initialement, je me suis dit comment moi je peux m'aider avec l'IA. Du coup, j'ai commencé à creuser des sujets, des cas d'études. Par exemple, de quoi j'avais besoin dans mon métier. J'avais besoin de préparer des workshops stratégiques en interne, dans des grosses entreprises, sur des sujets complexes, du médical, de l'industriel. Et du coup, je me dis comment je pourrais du coup m'aider. Je fais mes interviews, par exemple, j'enregistre mes interviews, et l'idée, c'était de me dire, je vais créer un persona dynamique ou augmenté auquel je vais pouvoir poser des questions. Et ces questions, elles vont pouvoir me guider dans ma préparation du workshop, tout simplement.
Ensuite, derrière, j'ai eu une autre idée qui s'appelle du coup un agent qui... Alors le premier s'appelle Alice, le deuxième s'appelle Jarvis, comme dans Iron Man pour les fans. Et en fait, le but de Jarvis, c'était vraiment ma toute première idée. C'était la plus compliquée. C'est celle qui m'a le plus appris. C'est un outil qui permet en fait d'auditer un segment de parcours utilisateur très précis, un cas d'usage précis dans une application métier, et en fait de scorer en termes d'UX ce parcours-là, en se disant en auditant, qu'est-ce que je peux améliorer demain pour aider les personnes qui l'utilisent sur le terrain en application métier. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais avec l'IA et l'outil qui m'a permis de développer, c'est Replit. C'est que derrière, j'ai pu commencer à faire de la projection ROI. Alors, comment ? C'est-à-dire qu'en fait, Jarvis analyse un parcours utilisateur classique, un segment, pose une grille. J'ai créé une grille de questions qui est intelligente et qui derrière me permet en fait de projeter le coût d'une tâche après amélioration UX. Voilà. En fait, notre métier à nous, c'est grosso modo, moi je considère, c'est de comprendre le métier des autres et le rendre plus simple. Mais ça, c'est pour les utilisateurs du quotidien. Mais pour la partie entreprise, c'est aussi de diminuer les coûts de production. Voilà. Du coup, c'est un outil qui m'a permis d'avancer dans cette direction-là. Ensuite, il y a le côté itératif où du coup, je me disais, à un moment donné, j'étais bloqué dans mon quotidien où je me disais, j'ai pas forcément accès aux personnes pour itérer rapidement. Du coup, comment dépasser ce point-là ? Et du coup, encore à un autre niveau, c'était le fait de partager toute la recherche utilisateur comme un repository classique, mais au lieu de l'avoir de manière statique, comme on peut souvent le voir aujourd'hui, c'était de l'avoir de manière très dynamique et partagée. En continuant, en échangeant pendant plusieurs mois, j'ai découvert des nouvelles opportunités. Par exemple, de l'idée de créer des blueprints. Alors peut-être que des personnes aujourd'hui ne connaissent pas le blueprint. Le blueprint, c'est un moyen de mapper un cycle de vie dans une entreprise en associant toutes les coordinations métiers. Voilà. Et à travers ça, on peut voir finalement quelles sont les opportunités d'évolution dans une coordination métier, dans tout un process métier. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de délivrer de la valeur au client final. Et du coup, mon outil aujourd'hui permet aussi de détecter des opportunités, de calculer des gains de productivité et des gains de production et gains d'opportunités derrière. Voilà, excusez-moi. D'autres challenges sont possibles. Essayer de réduire la dette technique, c'est un gros challenge, mais je pense que c'est atteignable. Et aussi de potentiellement aider les designers UX à programmer du coup un protocole d'interview pour améliorer leur grille d'analyse, par exemple, de questions en interview. Du coup, pour faire un espèce de fil de timeline, voilà ce qui m'est arrivé il y a 6 mois. En fait, il y a 6 mois, je me suis dit, je vais apprendre à utiliser un agent IA et à en créer un. Du coup, j'ai fait une formation sur IA Discipline et j'ai découvert l'outil Dust, du coup, qui m'a permis de faire ma propre R&D. C'est-à-dire que quand j'ai voulu créer mes agents IA, UX, pour moi, je les ai d'abord créés sur cet outil-là. Et quand j'ai vu qu'en données de sortie, j'avais des choses hyper intéressantes, je me suis dit, c'est super, la donnée est très bonne et de qualité, mais comment je peux vraiment prendre une décision avec ces informations-là ? Comment je peux améliorer la lecture de cet outil-là ? Du coup, je vais faire un zoom. Hop. Voilà. Ça, par exemple, c'est côté Dust. Côté Dust, j'ai créé plein d'agents IA avec des versions Jarvis 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Et en fait, c'était ma manière d'itérer, d'améliorer mes prompts pour tester les versionning de prompts et de me dire comment j'améliore la qualité de sortie. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit comment j'améliore la lecture de ces informations-là. Donc, j'avais la donnée brute, output, qui est ici, comme en format texte qu'on peut se voir sur plein d'outils existants. Et il y a une fonctionnalité qui est hyper intéressante, qui est de transformer du coup la donnée en format dashboard. Voilà. C'est un premier niveau de lecture, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et je me suis dit comment je vais plus loin ? Comment je crée un outil pour nous, les designers, qui nous aide vraiment à prendre des décisions à travers tous les cas d'usage que j'ai cités tout à l'heure. Du coup, j'ai brisé mon plafond de verre. J'ai dit comment je vais plus loin en conservant ma R&D Dust pour les agents IA. C'est que du coup, j'ai découvert plusieurs outils, dont Replit, Lovable, Figma Make aussi, que je connaissais déjà via Figma. Et finalement, Replit, ça a été l'outil que j'ai conservé le plus jusqu'à aujourd'hui parce qu'il m'a permis de développer ma solution en vibe code, d'accord, parce que je ne sais pas développer, voilà, je rassure tout le monde. Et du coup, d'échanger avec plein de designers pendant 3 mois, une quarantaine de personnes qui ont challengé mon produit finalement, en partant d'un besoin personnel, je l'ai transformé en outil qui répondait à des besoins chez plein d'autres personnes. Du coup, après une quarantaine d'appels, à peu près sur 3 mois, avec des designers Ops, des UX, des UI, des leads, je suis arrivé à converger, on va dire, un outil qui faisait sens. Et j'ai rencontré des personnes de The Product Crew qui m'ont permis de faire un premier live. Et ce live, en fait, j'ai pu présenter mon outil comme je vais vous le faire à la fin de ma presse. Et en fait, ça a été un gros étonnement, c'est qu'en fait, il y avait
1000 personnes inscrites, je ne le savais pas. C'était la première fois que je faisais un live de ma vie. J'ai eu 400 personnes en live et 60 personnes ont demandé du coup à s'inscrire à mon outil Reality. Du coup, ça a été très positif pour moi. Je m'y attendais pas. C'était une aventure personnelle, humaine, et je voulais faire ça pour apprendre tout simplement, comme n'importe qui, je pense. Et du coup, j'ai pu encore échanger avec des nouvelles personnes pour améliorer cet outil-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la transformation derrière, c'est qu'une personne m'a rejoint qui s'appelle Achille. Du coup, moi, je m'occupe vraiment de la partie, on va dire, raisonnement sur la partie amélioration de l'expérience utilisateur pour l'outil. Donc, via Replit, j'améliore en flux tendu avec tous les règles que je fais chaque semaine à 2-3 personnes par semaine. Et du coup, avec Achille, on s'est donné comme objectif de pouvoir sortir le produit sécurisé, légal, mis à l'échelle pour fin mai. Voilà, alors, je ne sais pas si on va y arriver ou pas, j'espère. Du coup, sur cette timeline-là, vous pouvez voir que je suis parti de IA Discipline, j'ai utilisé Dust pour commencer. Je continue toujours pour itérer mes prompts. J'ai découvert du coup qu'on pouvait aussi changer de LLM dans mes prompts, enfin dans mes agents IA, pardon. Au début, j'utilisais Claude et en fait, je me suis aperçu pour certaines raisons que Gemini, à mon sens, dans mon cas, était mieux dans mon cas d'usage à moi. Pourquoi ? Parce que je pouvais du coup décider de régler un problème, c'était de pouvoir héberger les données en France, à Paris. De pouvoir éviter d'utiliser les données personnelles, donc B2B, donc très très sensibles dans des gros sujets, dans des grosses boîtes. Du coup, que ça n'entraîne ni Gemini ni mes agents à moi. Et si on supprime la donnée, qu'elle soit totalement supprimée, voilà, qu'il n'y ait pas une sauvegarde de mon côté. Voilà. Donc ça a vraiment été des points importants. Et Achille, qui est spécialisé du coup côté Google, du coup a été vraiment un super point pour moi parce que du coup, quand il m'a dit je rejoins l'équipe, est-ce que tu es d'accord ? Je dis bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était d'abord une aventure et c'était pas forcément un outil que je voyais pour plein de gens. Voilà, au début. Aujourd'hui, on est sur la partie du coup GitHub avec Achille et je vais faire plusieurs tests avec un outil qui s'appelle Fleury, qui est un agent de pain test qui va permettre de mesurer et de comprendre toutes les failles possibles qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans un outil qui est Vibecode, qui est passé côté GitHub, du coup, qui est quand même protégé et sécurisé. Je ne suis pas développeur, hein, je préviens, voilà, je le redis. Et d'arriver à un outil qui soit, on va dire, disponible pour toutes les personnes qui souhaitent le tester, quoi. Voilà. Un autre outil que j'ai mis là, PostHog, je le connais juste de nom, je l'ai vu utilisé par d'autres personnes, je l'ai rajouté là. C'est pour suivre finalement le parcours des personnes qui utilisent l'outil et voir à quel moment ils quittent ou ils restent dans le service. Voilà, je l'ai juste mis là. Je pense que peut-être personnellement un jour je l'utiliserai, mais je l'avais mis là. Voilà. Du coup, le fait de faire tout ça en 6 mois, qu'est-ce que ça a changé pour moi, dans ma manière de travailler ? On va dire de manière classique, on a la démarche UX, c'est de faire du coup des interviews utilisateurs, de faire toute la phase de recherche UX, de définir des personas, de définir une arborescence, de faire tout l'user flow de manière très UX basique, sans intention graphique, de faire des cycles itératifs au quotidien et d'arriver à proposer la meilleure version possible d'un outil pour des gens et la plus simple possible, quoi, de créer un POC. Et du coup, de partir sur Figma, d'aller sur la version dev. Ça, c'était de manière assez classique ce que je faisais. Ce que ça a entraîné derrière, c'est que maintenant, en fait, via Replit, du coup, je développe en fait des features, des fonctionnalités que je teste en live et qui sont du coup UX-centriques et que je confirme avec les utilisateurs au quotidien. Et ce qui me permet du coup directement après, une fois que c'est validé sur le vrai besoin en soi, c'est de le faire passer côté développement pour que ce soit du coup sécurisé, structuré, vraiment pour que le travail du développeur soit vraiment fait dans l'art, dans son art, quoi. Et à la fin, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en fait, on peut arriver plus facilement et plus rapidement, à moindre coût, à vérifier une hypothèse de service et du coup de gagner du temps. Je pense que si j'avais pas eu le vibe coding pour tester cet outil-là, Reality, j'aurais mis peut-être plus d'1 an pour arriver à faire ce que je fais, je pense, et ça m'aurait coûté sûrement beaucoup plus cher. Du coup, j'ai essayé de trouver un terme, on peut appeler ça peut-être l'hyper-agilité dans le terme de transformation de notre métier, peut-être dans la méthode, on peut appeler ça comme ça, j'ai trouvé ça bien de le citer comme ça. Hop. Du coup, en termes d'évolution majeure, qu'est-ce que ça apporte ? C'est que du coup, ça rapproche encore plus la partie développement et design. Du coup, déjà qu'on était proche avec Figma, avec le design system, c'était déjà bien. Mais là, aujourd'hui, on va encore plus loin, on se rapproche vraiment beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, en termes de vision métier, je trouve que l'agent IA, on peut splitter ça, je pense, en deux. La partie UX, du coup, devient beaucoup plus stratégique et je pense que la partie UI devient beaucoup plus proche du développement, de ce que j'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est un avis personnel. Du coup, ça permet aussi du coup de valider des go no go, c'est-à-dire est-ce que je continue à développer mon outil ou est-ce que j'arrête ? Voilà, tout simplement, c'est beaucoup plus rapide.
Et le dernier, c'était quoi? Oui, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir d'esprit de développement, de test avec des utilisateurs, mais qui prennent beaucoup plus de temps. Avant, on devait développer avec des développeurs. Aujourd'hui, je peux tester seul sans avoir besoin de le faire pour valider une hypothèse. Du coup, en termes de product designer, on peut dire que je pense on est en train de muter un tout petit peu. On a la partie UX Discovery, la partie UI Delivery. Du coup, chacun, je pense, d'entre nous travaille à définir peut-être des prompts, chacun chez soi, pour s'aider au quotidien. Donc, pour ma part, c'est dans l'UX Process pur. Et du coup, j'ai des compétences à la fois dans le digital et dans le product. Donc ça, c'est ce que je suis de base. Et je pense que notre métier va évoluer sur cette forme-là, c'est-à-dire on devient un peu des product builders avec une culture du design qui est propre à chacun. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai le côté digital, physique, IoT. Bon, depuis des années, je fais le côté UI, le côté UX, et du coup, aujourd'hui, le prompting. Mais ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est que si on se place du côté physique, c'est que n'importe qui peut avoir accès à un atelier, par exemple, et découper un morceau de mousse et faire un objet. Ok. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, en fait, on peut faire la même chose dans la démarche, mais côté vibe code, en fait. On peut construire un service sans savoir développer, juste pour vérifier qu'on a une ergo ou un intérêt sur un service, quoi, de la part de plusieurs personnes. Du coup, les impacts que ça a eu pour moi. Donc, au tout début, c'était le live que j'ai fait avec The Product Crew. J'ai eu 1000 personnes, 400 personnes présentes, 60 personnes qui ont qui ont demandé à accéder à l'outil. Du coup, j'ai eu 4 grands comptes qui m'ont contacté pour tester Reality. Donc là, je vais vous faire la démo dans 2-3 minutes. iShield qui m'a rejoint et j'ai plusieurs talks. Aujourd'hui, c'était une surprise. Il y a une semaine, je ne savais pas que j'allais talker devant vous. Voilà, c'est une vraie surprise. Donc, je suis super content d'être là. J'ai pris le train ce midi du Sud pour venir tous vous voir. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Reality en interne, en front. Je vais vous le présenter. Et à la fin, je vais vous présenter un résultat qui est une formule, on va dire mathématique, qui est appliquée à l'UX design dans le milieu dans le milieu B2B, donc business to employee pour les applications métiers. Le but de ça, c'est d'ouvrir des portes potentiellement. Et c'est une formule. Alors, quand on dit des maths, ça fait peut-être des fois un peu peur, mais en fait, quand je vais vous la décrire, je vais vous la présenter. Elle est en fait très simple à comprendre, elle est très basique. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il y a une partie qui est complètement, on peut la prendre pour soi et la faire grandir pour soi-même. Voilà, je vous la présenterai tout à l'heure. C'est un peu une surprise, mais je vous la présenterai. Donc voici la page de présentation, la page d'entrée de Reality. En fait, dans notre métier, quand on démarre un nouveau projet, on a toujours besoin d'avoir un contexte projet. Du coup, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum d'informations avec votre équipe, mais surtout, ce qui est important, je pense, et de ce que j'ai pu détecter avec plein d'autres personnes, c'est de vérifier que la source de données est bonne. C'est soit on est sûr, soit on est incertain. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Voilà. Du coup, à chaque fois qu'il y a une information qui est rentrée dans Reality, ça, c'est pris en compte. Voilà. Donc, quand vous remplissez, par exemple, un contexte projet, toutes les informations qui sont données, par exemple, ça va être le nom de l'entité, le secteur d'activité, le périmètre, la description, ça va être quoi, de l'activité, de l'entité, quel objectif elle vise. Toutes ces informations-là, au fur et à mesure que vous les remplissez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est bien de le faire. Vous pouvez vérifier l'état et quand vous validez, elles sont enregistrées ici. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, quel que soit l'agent que vous allez utiliser par la suite, ce sera pris en compte dans n'importe quel calcul d'agent. Voilà. Donc du coup, le tout premier point de départ, c'est quoi? Je me suis dit, on va importer toutes les retranscriptions enregistrées des parcours utilisateurs et on va définir des personas. Et ces personas, ils vont être animés. Donc du coup, je vais vous présenter, je vais vous en montrer un. On va prendre celui-là, tiens. Voilà. Quand j'importe mes retranscriptions enregistrées, j'ai ça qui apparaît. J'ai une fiche persona de base qui est calculée, qui existe. Cette fiche persona, elle a pu être générée parce que pendant plusieurs mois, les 6 derniers mois, j'ai au fur et à mesure amélioré mes prompts pour définir ce persona-là. Voilà. J'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Donc, si demain vous avez des questions là-dessus, bien évidemment que c'est complètement ouvert et critiquable. Voilà, je tiens à préciser. Du coup, on a le résultat qui est la fiche persona. On a du coup les incontournables. Quels sont les challenges incontournables à relever pour demain créer un futur service, par exemple. Quels sont les besoins à atteindre potentiellement fonctionnels, les points de douleur, la partie émotion. Et il faut savoir qu'en fait, pendant longtemps, je pensais que le fait de prendre des interviews utilisateurs, c'était avoir le côté émotionnel, il fallait forcément retomber sur du vocal. Et en fait, pas nécessairement. Parce qu'en fait, c'est comme du solfège. À partir du moment où vous avez des mots, des rythmes et des pauses et du vocabulaire, vous pouvez redéfinir de l'émotion sans forcément avoir la vraie vocalité pure, comme de la musique, quoi.
C'est du solfège à l'envers, quoi. Voilà. Du coup, j'ai pu le retranscrire dans mon prompt et afficher ça en termes de résultats dans le persona. Ce qui est intéressant là, c'est que ça vous fait gagner du temps sur la définition du persona, mais par contre, vous gardez toujours la main libre. C'est-à-dire que si demain, vous avez des informations que vous avez et qui ne sont pas suffisamment retranscrites dans le persona, vous pouvez l'ajouter. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir, derrière, l'exporter, que ce soit en Word ou en PDF, pour potentiellement préparer un workshop stratégique. Par exemple, vous allez préparer un workshop, vous allez présenter des personas qui ont été définis, que vous allez optimiser vous-même parce que vous avez fait vos interviews et vous avez votre propre données, quoi, personnelles, humaines, tout simplement, et ressenti des interviews. Et vous allez pouvoir avoir derrière, par exemple, vous pouvez ajouter des observations aussi, au même cas. Ce qui est intéressant là, tout à l'heure je parlais de repository. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je crée mon persona, en fait, j'ai la donnée d'entrée qui est là. C'est-à-dire tous mes interviews que j'avais importées, je peux les retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi partager ça en mode can view, donc pas édition mais can view, à toutes les personnes de votre équipe pour voir l'état d'avancement du travail. Et si demain, par exemple, vous souhaitez remettre à jour un persona, en fait, vous n'avez plus qu'à rajouter d'autres interviews utilisateurs. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez discuter avec lui, vous allez avoir tout le versionning qui va apparaître. Là, par exemple, j'ai posé une question, je lui ai dit liste-moi 3 KPI utilisateurs pour préparer potentiellement un workshop stratégique. OK. Il va me répondre, mais par exemple, je suis sur le persona manufacture, je peux lui poser toutes les questions que j'ai envie, mais derrière, j'ai la version. Mais si demain, je rajoute d'autres interviews, je vais passer à la version 2, version 3, etc. En fait, c'est pour conserver un espèce de repository qui, au lieu d'être statique et fixe, devient, je pense, plus dynamique. Voilà. Et du coup, on peut poser plein de questions. Il y a des questions qui sont standards, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 3 mois, je présente l'outil à plein de personnes qui me font des retours et qui me disent « Ah, si on pose cette question-là, moi, ça m'intéresse. » Donc, au fur et à mesure, je l'enrichis comme ça. Du coup, le deuxième persona, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, on crée des discussions, des salles de discussion entre les personas. Et en quoi c'est intéressant, à mon sens, c'est qu'en fait, ça permet de créer des discussions. Et quand vous faites parler des gens entre eux, des nouveaux besoins apparaissent parce qu'ils ne se sont pas forcément parlé dans leur métier. Mais là, c'est la même chose. Le but, c'est de découvrir les besoins intermétiers qui sont cachés, que chacun des personas ou des personnes métiers, tout simplement, dans leur quotidien, ne sont pas forcément en capacité de voir. Et du coup, on peut aussi poser plusieurs questions et échanger avec ces personas-là. Et de la même manière, on peut... Voilà, par exemple, là, j'avais déjà généré une discussion. Je peux aller, si je veux, revoir le persona aussi, également, pour l'interroger, si je veux, et rajouter des notes personnelles. Et je peux également exporter Pardon, je me suis trompé. Hop. Allez. Voilà. Et si je souhaite, je peux aussi exporter toutes les informations persona, les prises de notes, toutes les questions qui me semblent intéressantes à poser. Tout ça, c'est important selon moi parce que ça nous fait gagner du temps dans l'analyse en termes de surcharge de travail au quotidien. Je pense que quand on a à le faire, si on a beaucoup de données, par exemple, moi ce matin j'ai fait des enregistrements et la semaine dernière aussi sur un site industriel, j'ai des heures de retranscription. Si j'avais dû les traiter moi-même, ça aurait été super difficile. Voilà, donc je gagne du temps là-dessus. Par contre, je garde toujours la main. Tout ce que j'ai mis dans l'outil Reality, pour moi, ce n'est qu'une aide. Mais par contre, on peut la contredire et on peut la modifier derrière. Ensuite, le troisième, c'est Jarvis. Donc du coup, Jarvis, il me permet par exemple d'ajouter des écrans d'un segment d'un parcours utilisateur. Et je le répète, mon outil, je l'ai pensé pour le B2B, d'accord ? C'est pas pour le B2C. Je n'ai pas l'expertise B2C, je n'ai que l'expertise B2B depuis 10 ans dans des métiers à risque humain, complexes, dangereux, où il n'y a pas que il y a pas que la partie KPI et côté business qui compte, il y a la partie humaine aussi qui est à risque. Par exemple, je vais ajouter 2 écrans et si je le souhaite, je peux changer l'ordre, je peux cliquer dessus, voir si je ne me suis pas trompé d'écran dans mon ordre de succession de mon segment de parcours utilisateur. Et en fait, pour analyser ça, ce qui est important, c'est de pouvoir donner du contexte rédigé. Mais on ne sait pas vraiment quoi mettre au début. Et du coup, pour guider les personnes qui utilisent l'outil, c'est que j'ai créé, on peut s'aider d'un template, d'un pop-up. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la création des personas, on peut les activer partout. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le souhaite, je peux appeler n'importe quel persona que je connais et qui utilise cet outil-là pour enrichir l'analyse derrière. Voilà. Derrière, il y a des données qui sont hyper importantes parce que selon moi, il y a le fait qu'il y a le côté humain, améliorer l'outil pour l'humain, mais il y a améliorer l'outil pour l'entreprise. Donc, prise en compte de temps et d'argent par tâche exécutée dans le métier.
Donc, du coup, qu'est-ce que je vais demander en entrée? Je vais demander le taux horaire de la personne, la devise monétaire, le KPI visé. Par exemple, si je souhaite diminuer de, je sais pas, 70% le temps pour réparer un device dans un cycle industriel qui est en statut erreur, bah, du coup, c'est mon objectif. Je peux donner plusieurs informations. Quand je valide, à la fin, toute la retranscription est ici, je valide et je lance l'analyse. Et quand j'ai un résultat d'analyse, j'ai ça. Donc, j'ai quoi? J'ai un résultat qui apparaît ici. Alors, j'ai donc du coup un score. Mais ce score, comment il existe? Ce score, il existe parce qu'en fait, j'ai défini, en cherchant aussi avec d'autres personnes, on a créé 17 questions qui sont génériques au milieu B2B, donc métier complexe, qui permettent d'interroger le segment du parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces questions, cette grille, elle est algorithmique, c'est-à-dire qu'elle est capable, en voyant les segments de parcours utilisateur, de savoir si des questions sont applicables ou non applicables. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'éviter de fausser le score qui est calculé en sortie. Derrière, par exemple, je souhaitais diminuer de 70% le temps pour réparer un device en statut erreur dans ce segment-là de parcours utilisateur. Et du coup, il m'affiche qu'à l'état actuel, je suis à peu près à 20%. Et comment tout ça, comment on peut dépasser tout ça? C'est qu'en fait, dans chaque question, à chaque fois, il y a un score, il y a une justification du score qui apparaît. Il y a la loi UX qui est appliquée, à quelle famille elle appartient, le rappel de la loi UX et quelle utilité ça a en conception, mais surtout quels sont les points d'amélioration qu'on peut faire sur ce point-là pour dépasser 0,5 par exemple. Voilà. Et ça, du coup, il y a 17 questions. Et aujourd'hui, ces questions-là, elles sont pas du tout fermées, c'est évolutif. C'est-à-dire que si demain, des personnes me disent « Ah, Roman, on a constaté ça de notre côté, ça peut manquer », bah, du coup, je le rajouterai, par exemple. C'est complètement évolutif. Ce qui est intéressant aussi à la fin, c'est que j'ai l'axe critique et les points forts du coup de mon scénario qui sont analysés, qui sont compilés à la fin. Et le deuxième niveau qui est intéressant, c'est la projection ROI. C'est-à-dire qu'en données d'entrée, qu'est-ce qu'on avait donné? On avait donné le taux horaire brut, d'accord? Donc, par exemple, 35 € de l'heure. Et je mettais 15 minutes pour réaliser une tâche dans ce segment-là. Du coup, je suis en capacité, très simplement, sans rien faire, de calculer le prix de revient sur le coût d'une tâche, d'accord? Je peux le multiplier par... Donc, à la journée, j'ai 8,80. Par semaine, c'est x5, x20 par mois et x250 à l'année. Voilà. Et derrière, je peux me dire, bah, tiens, si je le fais pas qu'une fois par jour, je le fais 10 fois, bah, je peux démultiplier ce tarif-là. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'analyse UX, on peut définir un taux d'amélioration qui va me permettre de me dire, voilà, aujourd'hui, je suis à 8,88 la tâche. Demain, potentiellement, avec les améliorations qu'on propose, si on les applique, on pourrait passer potentiellement à 4,36 € la tâche. Voilà. Donc, c'est pour ça que je spécifie bien que c'est en rapport toujours avec les outils métiers. Voilà. Où ce calcul-là, il est important. Surtout, plus on monte dans les grands groupes, plus c'est important. Comment j'ai calculé ça? Alors, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais en fait, à chaque fois que c'est calculé, c'est démontré et c'est expliqué pour avoir une pédagogie dessus. À la fin, là, je vais vous présenter la formule que j'ai réussi à écrire, qui est très simple à comprendre. On parle de maths, mais en fait, je vais vous la montrer, elle est là. Du coup, juste pour continuer, quand vous avez les améliorations, ce qui compte, c'est quoi? C'est de savoir quelles améliorations sont les plus tangibles et les plus impactantes au démarrage. Donc, le 80% d'impact pour 20% d'effort pour les product teams, par exemple. Donc, du coup, tout ça, c'est trié en 2 sprints, donc 80-20 et à l'inverse, après 20-80. Et ce qu'on m'a donné comme retour intéressant, c'était de potentiellement faire rentrer dans la boucle les design ops ou les managers pour se dire, OK, demain, combien ça va coûter de développer cette partie-là? Par exemple, je prends un designer, j'ai n'importe quoi, il est payé 35 € de l'heure et il va bosser 10 heures. Et je vais pouvoir additionner la partie développement aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, j'ai le chiffrage qui se fait automatiquement. Et derrière, j'ai aussi potentiellement combien je vais pouvoir économiser à l'année grâce aux améliorations UX. Donc, combien je dépense, mais combien j'économise de l'autre côté. Du coup, je vais vous montrer la formule, elle est là. Alors, vous pourrez me poser plein de questions dessus. Hop. Le but de cette formule-là, c'est de dire que la valeur de l'UX, comment dire, c'est qu'on peut déduire le prix d'une tâche, grosso modo, après amélioration UX. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qu'on se dit, nous, dans le métier, c'est que l'UX design, on n'arrive pas à prouver la valeur économique de ce qu'on apporte.
Et avec cette formule-là, on peut essayer de le prouver, entre guillemets. Et du coup, comment on le calcule dans le B2B? En fait, c'est CX, donc c'est la valeur, donc c'est le coût de l'UX, c'est égal à quoi? C'est le coût initial, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes payé 35 € de l'heure, vous mettez 15 minutes pour faire une tâche, donc ça va vous coûter 8,80 €. Ok? Ça va? Moins, donc ce chiffre-là, donc qui est la réalité d'aujourd'hui, qui vous fait souffrir en tant qu'entreprise, d'accord? Fois le taux de réduction. Votre taux de réduction, c'est quoi? C'est votre projection dans le futur. Donc, c'est-à-dire, ça va être 70% de réduction, ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Et le dernier niveau, c'est ça qui est marrant, c'est le ratio d'amélioration UX. C'est-à-dire que mes 17 questions que je vous ai montrées tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à ça qu'on peut calculer ce ratio-là. Mais ce ratio-là, en fait, il est complètement ouvert en fonction des projets. C'est-à-dire que demain, si vous prenez ça et que vous changez le RA, donc le ratio amélioration UX, en fait, vous redéfinissez ce que vous voulez, en fait. C'est vos propres critères. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu fou de montrer ça, mais c'est ce qui, moi, de mon côté, me permet de calculer, d'arriver au résultat que je vous ai montré. Comment passer de 8,80 € à 5,30 € la tâche? C'est grâce aux améliorations UX, mais ça, c'est calculable. Donc du coup, ce qui est intéressant de se dire, c'est que si demain, vous avez une autre grille de lecture, de questions, pour analyser un segment de parcours utilisateur, c'est que vous pouvez le challenger comme vous voulez. Demain, le mien peut être complètement remis en question, c'est pas un problème. Mais le vôtre peut valoir le coup aussi dans votre contexte de projet aussi. C'est ça qui est hyper intéressant. Parce que moi, je suis pas un matheux, mais j'ai réussi à sortir ça. Et ça fait sens, puisque quand j'en parle à des personnes, le rôle de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire, OK, je suis en réunion stratégique et j'ai besoin de me dire, je suis à tel niveau aujourd'hui d'altitude de la montagne et demain, je vais atteindre telle altitude. Qu'est-ce qu'on peut voir comme altitude réellement avec l'UX design? Ça, par exemple, c'est un début de réponse. Voilà. Je trouve ça super intéressant. Déjà, pour commencer, bravo pour ton travail et la présentation. Puis pour l'outil, c'est top. Puis aussi, c'est de pouvoir rationaliser le travail du UX designer et de parler aussi business, parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre. Moi, je me pose la question sur la partie persona, donc sur la partie où tu peux avoir un entretien, même un échange avec lui. Ouais, et donc en fait, est-ce que tu as réussi à développer suffisamment bien en termes de prompt le persona, c'est-à-dire même si je lui ai donné des informations, ça reste une machine, c'est pas une personne qui vit tous les jours ce quotidien-là, tu vois, qui son besoin, ses problématiques. Et est-ce que parfois je sais pas, il va un peu merder et je vais pas m'en rendre compte, en fait? C'est-à-dire que c'est pas un véritable personnage, c'est pas un Jean-Michel qui va livrer des cartons ou j'en sais rien, tu vois? C'est ça, en fait, la question, c'est est-ce qu'il arrive à être solide, en fait, ton Ouais. persona? Alors, du coup, j'ai testé avec un grand groupe qui l'a testé devant moi. Ils étaient contents du résultat. Donc, ça reste très, surface X ce que je raconte là aujourd'hui. Mais je l'ai testé pour me rassurer. Parce que moi, en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est pas les données clients. C'est est-ce que ça vous aide vraiment demain à prendre une décision? C'est ça le plus important. Quand j'ai constaté que dans un grand groupe, ça les avait aidés et qu'ils m'ont ouvert les portes dans d'autres entreprises, j'ai dit, OK, je suis sur quelque chose de tangible. Pour moi, c'était vraiment le basculement. Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Voilà. Après, il faut bien se dire une chose, c'est que ce qui compte, c'est la donnée d'entrée. Qu'est-ce que vous avez en données qualitatives d'entrée? C'est votre interview utilisateur, c'est vos enregistrements. Si vous faites pas ça, c'est du bullshit, en fait. Ça ne marchera jamais. Il va vous inventer n'importe quoi. Et ça, je rejoins complètement. Voilà. C'est ça qui compte au début. Et c'est le fait d'être dans l'incertitude ou dans le vérifier aussi joue là-dessus. Parce que si vous vérifiez, c'est que vous avez fait votre taf. Parce que le but de Reality, c'est pas de faire votre taf à votre place, c'est de vous aider à avancer un peu plus vite. Et juste pour dernière question pour rebondir là-dessus. Donc après l'outil est très récent et c'est très cool aussi. Est-ce que tu as encore des utilisateurs qui utilisent l'outil encore avec par exemple le persona et continuent à le challenger au fur et à mesure? Et donc sur court terme, comme tu dis, tu peux avoir des données intéressantes, mais ce que ça donne sur le long terme, est-ce que ça se répète pas un peu ce qu'il va dire le persona, ou il va donner quoi qu'il en soit des retours intéressants au fur et à mesure que tu avances sur ton projet? Moi, ce que ça m'a permis aujourd'hui de voir pour les personnes qui l'ont testé, c'est quel type de questions ils posaient au-delà de ce que moi j'imaginais de base. Voilà, c'était ça. Après, sur le long terme, ça, je peux pas répondre là-dessus. C'est pas assez ancien, malheureusement. C'est encore récent. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, ce que j'ai pas montré là, c'est qu'en fait, quand vous créez des personas, vous pouvez aussi créer plusieurs projets. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un projet à l'autre, vous pouvez appeler les personas qui discutent entre eux. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous faites une recherche utilisateur pour un service A.
vous faites les discuter entre eux, très bien. Vous les interrogez, très bien. Et demain, vous créez un autre service, vous créez des personas, vous avez fait des personas, mais vous dites, tiens, le persona du projet A, il m'intéresse aussi pour le projet B. Du coup, je peux les faire parler. Donc, c'est aussi une projection plus lointaine. Très cool, merci. Voilà. Donc, on va accueillir l'intervenant suivant, Steven, si tu veux venir. Donc bonjour à tous. Hop, moi c'est Steven, je suis brand designer chez Dust depuis peu, depuis ce début d'année. Avant ça, j'ai travaillé pour pas mal de startups, dont Conto par exemple. Moi, mon travail en tant que brand designer, c'est vraiment chaque visuel que vous voyez sur Dust par exemple, chaque campagne, chaque point d'entrée en fait avec la marque, elle soit un peu mémorable, cohérente et pourquoi pas animée. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes que j'ai pu rencontrer durant mes différentes tâches au sein de Dust. Comment j'ai créé un outil justement pour résoudre ces problèmes et enfin comment j'inclus l'IA aujourd'hui dans mon workflow. Voilà. Donc, pour commencer, voici un peu mon workflow actuel. Donc évidemment, je reçois un brief pour chaque demande. Je commence à introduire mon agent Dust. Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est pas mal. Je lui donne mon contexte, le brief, toute la ressource qu'il faut justement pour qu'il puisse me répondre au mieux et qu'il puisse m'aider. Suite à ça, je vais attaquer la phase d'exploration. Donc, je peux être amené à faire différentes choses. Donc, ça peut être soit du vibe coding, soit de l'AI generation via différents modèles tels que Nano Banana ou quoi, ou même des fois du autre système via Wavy. Ensuite, vient la phase de génération. Donc là où je commence vraiment à créer un peu tous les visuels, j'explore différents territoires créatifs. Et enfin, j'attaque la phase de refinement, où je peaufine un peu mes visuels pour les présenter. Et en fonction de la demande et du volume de requêtes, j'attaque une phase système. Mais c'est pas tout le temps que j'attaque le système. Donc le problème que j'ai pu rencontrer récemment, bon c'est pas un vrai gros problème, hein, mais c'est que à Dust, on a un peu cette frise qui est très présente dans l'identité visuelle aujourd'hui. Donc voilà, qui représente un peu ces différentes formes inspirées du logo dans ces différentes couleurs, donc le bleu, le orange, le rose, le jaune, le rouge, enfin voilà. On les a utilisés notamment pour justement ce super event. Et puis, mais aujourd'hui, la manière dont c'est créé à Dust, c'est assez chronophage. Souvent, on copie-colle justement des frises qui sont déjà créées et ça apporte pas beaucoup de créativité. Donc typiquement, comment est-ce qu'on les crée ? Je vais sur Figma, je copie-colle, je les déplace, change les couleurs et puis voilà, j'ai une nouvelle frise. C'est super. Mais du coup, le problème que ça pose, c'est qu'en termes de liberté créative, on n'est pas vraiment très libre. Et surtout en termes d'hasard créatif, je vais vous en parler après, on n'a vraiment pas beaucoup de possibilités. Comment on peut aller plus loin pour ce genre de visuel ? Typiquement, vous avez des logiciels comme Cinema 4D, qui sont des très puissants logiciels. On peut faire de la 2D, de la 3D. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, ils sont très difficiles à prendre en main. Et puis si on passe ça à un autre designer, je pense qu'il va plutôt faire cette tête-là. Vous avez d'autres outils un peu plus intuitifs, tels que Blender, qui sont vraiment pas mal, qui incluent le Node System, où il y a pas mal d'IA parce que c'est un peu un outil open source, où chaque développeur peut rajouter ses propres plugins. C'est assez sympa à utiliser. Donc moi, j'aime beaucoup aussi Blender. Ou sinon, vous avez des logiciels assez classiques pour explorer. Ça, c'est un peu ma timeline sur un projet à Dust. Donc voilà, ça donne pas très envie, c'est pas très digeste. C'est assez compliqué aussi, pareil, à prendre en main. Enfin, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle était la solution à ça ? J'ai construit quelque chose avec Lovable. Et je l'ai appelé le générateur de patterns Dust, justement pour explorer un peu ces frises à l'infini. Et au début, il n'y avait pas énormément d'options. Et j'ai commencé à en rajouter de plus en plus. Des fois, je me cassais pas la tête, je copiais carrément des screenshots de panels, j'envoyais à Dust. Et je lui disais, vas-y, rajoute-moi ces mêmes options pour mon outil. Et du coup, c'est ce que j'appelle un peu la créativité aléatoire. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de redécouvrir un peu ce système. C'est avec l'arrivée des IA, on a vraiment justement cette randomness qui arrive parce qu'on n'est pas obligé de préciser, on n'est pas obligé de donner un prompt précis. Et l'IA va deviner par lui-même justement les fonctionnalités qui peuvent être associées. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça m'amène à explorer des territoires que j'aurais jamais explorés.
Donc là, j'ai vraiment un peu mis toutes les options que je voulais. Je me suis vraiment amusé à fond. Donc j'ai même mis des options de parallaxe qu'on peut exporter en JSON si on veut intégrer sur un site. Il y a de la physique carrément. Donc vous pouvez faire des choses interactives en temps réel. Vous avez des explosions, c'est assez sympa ça à mettre dans des sites. Et vous avez des effets tels que le Wave Effect, qui est très connu par exemple sur After Effects ou sur Cinema 4D, qui vous permet justement de gérer cet effet un peu d'onde, où vous pouvez contrôler un peu l'amplitude, le fall-off. Donc c'est assez sympa. Donc tout ça, allié avec des fonctionnalités de kaléidoscope, par exemple, des formules un peu mathématiques, qui nous donnent un peu ces formes assez agréables à regarder. Et vous avez toutes les options d'export, comme le PNG, le SVG, le WebM, donc qui est une vidéo un peu transparente, et même le JSON pour une intégration assez simple. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Donc là, l'usage typique, c'est clairement, par exemple, les images. Comment on peut justement interpréter des images réelles avec ces patterns. Donc j'ai commencé à développer, à vibe-coder, un second aspect de mon outil, c'est le drag and drop d'images. Donc là, pareil, j'ai créé des petits templates justement qui sont assez intéressants pour explorer différents styles. Donc là, j'ai exporté une image du pont de San Francisco. Et j'ai appliqué un peu justement toutes ces formes. Et là, j'ai commencé à mettre tous les effets pour vraiment explorer du motion, des pistes créatives vraiment différentes. Et ça m'a donné un peu cet aspect, on va dire, tramé, qui est vraiment inspiré de la sérigraphie, etc. Et on avait vraiment des effets sympas. Donc là, je fais un autre exemple avec le globe, je crois, qui est un élément énormément repris par beaucoup de marques SaaS, par exemple. Donc voilà, j'applique différents presets. J'ai fait même un test avec ma propre photo. Voilà, vous pouvez contrôler la taille des cellules, le gap, la taille du canvas. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les features dont on peut rêver. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Cinema 4D, souvent on attend un peu chaque année un peu les nouvelles features qui sortent. Avec l'IA, ce qui est super sympa, c'est que j'ai plus besoin d'attendre un peu ces features. Je les crée moi-même, j'ai juste à prompter et puis je peaufine et j'ai ma nouvelle feature rêvée, on va dire. Donc voilà, c'est bien beau tout ça, mais quelle est l'application réelle pour une marque comme Dust en termes de visuel, d'identité? Donc là, je vous ai fait un petit board pour vous montrer un peu les exemples d'applications. Donc voilà, on peut faire un peu des patterns, des fonds pour des product updates, des posters pour des events. On peut créer des visuels justement avec des taglines dessus. On peut créer vraiment énormément de choses. Vous avez aussi l'exemple des blog posts que j'utilise récemment, donc pour exprimer des idées un peu plus inspirationnelles. Par exemple, là, c'était un article de Aubin, qui est développeur chez nous. Donc, on avait vraiment du mal à décrire cette idée. Et je lui ai proposé une sorte d'envolée d'oiseaux coordonnées qui reflète un peu l'esprit de son article. Et ça a été fait en moins de 3 minutes. J'ai drag and droppé une image en noir et blanc, j'ai tapé Bird Flock Silhouette, j'ai mis un fond et puis c'était parti. Une deuxième application à ça, c'est de templétiser un peu tout ce qui est production motion. Donc ça, en principe, dans un flow de création, c'est très compliqué à faire, dans le sens où c'est des timings assez précis qui sont définis par le designer, et le moindre changement, on est obligé d'appeler un motion designer pour ça. Donc là, l'idée, c'était de créer une sorte de template, un outil, où vous avez juste à rentrer votre date, le titre de l'event, votre image, et puis vous avez cette génération d'ads. Donc ce qui est très intéressant si vous avez 40 événements par mois, c'est-à-dire que là, la boîte marche très bien, mais voilà, c'est un peu les exemples d'applications. Qu'est-ce qui vient après? Quelle est la suite logique? L'idée, pour moi, c'était de créer après une sorte de Dust Brain Studio. Donc, c'est un peu une sorte de Brain Guidelines où vous avez un peu toutes les couleurs, tous les logos et justement les outils que je viens de créer qui vont vraiment permettre à la brand de vraiment scaler. L'idée de cet outil, c'est vraiment de permettre, par exemple, à n'importe qui, qu'on soit au marketing, qu'on soit au design, de pouvoir générer des assets un peu on-brand, donc qui respectent un peu toutes les guidelines que j'aurais instaurées auparavant, et sortir justement une quantité d'assets à une vitesse intéressante. Et j'attends que ça retourne. Et voilà. Et franchement, l'idéal, ce serait aussi d'inclure un agent Dust. Donc là, je l'ai fait un peu en fake.
où vous pouvez lui demander, vous drag and dropper un visuel, vous lui demandez est-ce que c'est aligné avec les guidelines de Dust, et il vous répond oui ou non, et puis il vous propose des axes d'amélioration. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le partage. Tu parlais du hasard créatif. Alors, je suis pas exactement calé sur un modèle comme Lovable et sur quoi, sur sa base de travail. Mais l'outil IA, il est plutôt prédictif. Justement, il va se baser sur la prédiction, et c'est, je trouve personnellement plutôt compliqué d'aller à l'originalité sur ce qui est généré en IA. Donc, toi, comment est-ce que déjà tu as rencontré ça, et est-ce que tu as eu à le dépasser, ou comment tu arrives à rendre justement ta production IA originale? Quand je parle de hasard créatif, c'est vrai que je l'ai pas très bien expliqué. Mais en fait, avec l'IA, j'ai vraiment redécouvert cet aspect. Je vous donne un exemple. Quand on utilise, par exemple, un logiciel comme Cinema 4D pour créer un peu des animations, on part d'un cube, on va dire. On ajoute plein d'effecteurs par-dessus. Et puis, suite à ça, en fait, on a un hasard créatif qui est créé, et ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est ce qui se passe avec l'IA. Enfin, moi, je trouve. C'est ce que j'ai retrouvé, c'est ce qui m'a donné énormément de plaisir à faire cet outil. C'est que je faisais des prompts un peu génériques avec une idée un peu globale, on va dire, et il me trouvait justement des formules et des manières, en fait, de représenter ce que je voulais, mais aussi d'autres manières que j'aurais jamais imaginées, en fait. Et du coup, c'est ce hasard créatif que... Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, j'utilise pas mal Lovable, et je trouve que ton usage de créer des outils pour toi est hyper intéressant. Est-ce que ton outil de générateur d'illustration, tu l'as donné à d'autres utilisateurs dans la boîte, ou c'est vraiment que toi? Non, pas encore. Après, j'ai demandé à Alex de le tester, mais il était pas trop chaud. Non, non, je l'ai pas encore fait tester par d'autres utilisateurs, parce que c'était vraiment pour un usage personnel. Et j'attends vraiment un peu de l'améliorer pour le rendre, on va dire, accessible au plus grand public, améliorer un peu l'UI et l'UX de l'outil, quoi. Genre de le sortir de Dust, ou plus grand public, juste ton équipe? Ah, d'accord, alors pour l'instant c'était juste pour Dust, mais enfin après ça peut être un outil que je peux sortir pour le grand public sans problème. Ça serait cool, ouais. Ok, bah je peux partager le lien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser l'outil. Merci beaucoup pour la presse. J'imagine que chez Dust, vous avez aussi une partie design system. Est-ce que vous avez prévu, pour que ça soit un peu scalable et industrialisé, de connecter votre design system, vos variables, etc., à un outil comme ça qui pourrait être cool, parce que pour l'évolution et le changement derrière, ça peut être pratique? Alors je pense que c'est possible, mais là c'était vraiment un outil un peu d'exploration où j'explorais plusieurs pistes créatives. J'en ai fait plusieurs avec plusieurs outils justement, et je vous ai montré que le plus concluant, on va dire, pour moi. Mais je pense que c'est possible. Faudrait que je cherche. Merci. Donc pour continuer, j'accueille du coup Maxime et Noé qui vont prendre la suite de la présentation. Bonjour à tous. Hello tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Noé Chaguet. Je travaille sur Finari, le design system de Finari, plus précisément. Avant ça, j'étais chez Ubisoft. Et avec Maxime, on a créé notre propre produit qui s'appelle Lise. On va pas vous en parler ce soir puisque c'est pas le but. Mais on va vous parler de comment est-ce qu'on l'a créé, et comment est-ce que aussi ça s'est répercuté sur Finari autour d'un prisme créé ou exécuté. En l'occurrence, sur Lise, on a décidé de supprimer Figma. Voilà, vous pouvez me huer. C'est un choix qu'on a fait. Mais par contre, ce workflow qu'on a mis en place, il a été bénéfique puisque sur Finari, on utilise Figma, et beaucoup de designers l'utilisent. Et donc, je ne suis pas le décisionnaire sur le fait de le supprimer ou non. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va vous partager le workflow qui nous a permis en partie de supprimer Figma, mais aussi chez Finari d'automatiser tout notre design system, toute la génération d'écrans, de composants, en réutilisant l'intégralité de notre design system. Maxime, je te laisse te présenter. Yes, moi pour le coup, je suis design engineer. J'ai cofondé, comme disait Noé, donc on a cofondé Lise ensemble. Avant ça, donc je travaillais principalement dans le design system, donc tout ce qui est infrastructure, etc. Je connais plutôt bien. J'ai travaillé aussi dans le jeu vidéo chez Ankama à l'époque, et donc on s'est dit voilà, on s'est lancé dans l'aventure de créer notre propre startup avec nos propres process, nos croyances aussi, celles qu'on croyait moins dans des boîtes dans lesquelles on a pu aussi travailler par le passé.
Et donc l'idée, comme disait Noé de la Conf, c'est de parler un peu des workflows qui évoluent, du poste de designer aussi qu'on voit de plus en plus muter, si je peux dire ça comme ça. Donc on va dérouler les slides et vous présenter tout ça. Alors je pense que vous êtes tous familiers avec ce cycle qu'on connaît depuis des années et qui aujourd'hui, pour beaucoup, ralentit. Nous, en l'occurrence, on a fait le choix de le voir d'une manière différente. On a tous tendance aujourd'hui à commencer par Figma. C'est un peu la base de tout, c'est là où on explore, c'est là où on design. Et après ça, il faut faire une passation de ces designs. En l'occurrence, il y a la partie end-of, la partie dev, QA, et ensuite, on a des retours, on doit repasser sur Figma pour ensuite renvoyer aux développeurs et ensuite redévelopper ce qui a été fait. Nous, on a décidé de le voir différemment et on a remarqué que la majorité de notre travail, c'était en réalité de la logistique. On passait beaucoup de temps à exécuter plus qu'à designer et c'est ce qui nous a poussé à réfléchir. Alors, excusez-moi. C'est ce qui nous a poussé à réfléchir quels sont aujourd'hui les silos qui nous freinent. Un designer passe son temps sur Figma, isolé, il va pas toucher le code. Un développeur reçoit des designs sans forcément comprendre exactement pourquoi ça a été fait comme ça. Et un product manager va attendre que les deux s'alignent correctement pour avoir une vision claire de ce qui se passe. On a décidé de déconstruire tout ça pour reconstruire notre manière de travailler et de réfléchir à une manière à aller beaucoup plus vite, puisque le marché, comme vous le voyez, change énormément. On voit des choses tous les jours sur LinkedIn arriver, moi le premier. On va supprimer Figma, les designers vont disparaître. Et la question à se poser, c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut se positionner? Est-ce qu'on veut avoir la liberté de créer et se différencier? Est-ce qu'on veut aller plus vite, comme ce qu'on a décidé de faire sur Lise, en supprimant Figma, au détriment de la qualité, de la créativité? Ou alors est-ce qu'on décide de garder Figma dans cette boucle et avoir la main sur un canevas pour pouvoir créer, innover et faire des produits qui sont différents de ce que font la concurrence, mais du coup, se dire on ira plus lentement qu'eux, mais peut-être que la qualité du produit sera nettement meilleure. Donc ça, c'est pour vous donner une idée aujourd'hui du temps qu'on passe entre créer et exécuter. La création, c'est par définition l'art du nouveau. On décide de créer pour améliorer des expériences, faire quelque chose de meilleur, faire quelque chose de mieux que la concurrence, que nos concurrents directs. Et à côté de ça, vous avez l'exécution, c'est-à-dire comment est-ce que cette création, je la mets ensuite au service de mon entreprise pour qu'elle fasse des résultats. Et en l'occurrence, on passe plus de temps à exécuter, à suivre toutes les conventions, tous les rules de notre design system, par exemple. C'est quelque chose que tous les designers n'apprécient pas forcément, mais qui est obligé pour que le produit scale derrière. Et donc, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on passerait pas plus de temps à designer ou plus de temps à exécuter? Et donc, quand on a lancé Lise, c'était, on voyait un peu comme notre premier produit. On se dit, on va développer une stack avec un Notion pour héberger la documentation, un Figma avec une UI library qui est clean. On va voir directement toutes nos interfaces, un storybook. On va pouvoir voir aussi la preview des composants avec les states et faire la QA. Un liner pour tout simplement retranscrire la roadmap qu'on avait, la vision du projet. Et en fait, tous ces outils, en réalité, c'était du bruit pour la stack qu'on avait en tête à l'époque, c'est-à-dire comment on peut créer une infra qui sera logique pour un humain, mais aussi logique pour un agent. Et donc, on a mis notre flow à plat. On a ouvert un FigJam. Pour le coup, à ce moment-là, on n'avait pas supprimé Figma. Et donc, on s'est dit, OK, voici notre flow, voici les outils qui sont dépendants à chaque flow. Et donc, on s'est dit, comment on peut rendre ça encore plus simple, mais directement dans un repository qui est du coup notre repo GitHub. Donc, dans ce repo GitHub, c'est assez simple. On va venir mettre des specs. Alors, pour le coup, si vous n'êtes pas familier avec les specs, c'est une sorte de PRD, une sorte de documentation hybride entre ce qu'on peut avoir côté produit, avec les acceptance criteria, les edge cases, etc. Ensuite, on va avoir les documentations qui vont être liées à la partie business, la partie stratégie, la partie produit. Et donc, ensuite, tous les rules qui vont régir, qui vont permettre de gouverner un petit peu tout ce que l'agent pourra faire autour du projet. Celle-là, en fait, elle est arbitrée par une knowledge base que nous, on va venir directement nourrir quotidiennement via des PR, etc.
Et donc au début, on s'est dit, on va créer cette infra qui sera utile pour nous. Et au final, on s'est dit, si on mettait un agent Claude, on développe des skills avec des actions spécifiques, etc. Et il va pouvoir clairement faire notre travail d'exécution à notre place, là où nous, on aura plus d'impact en tant que designer pour venir penser des nouvelles fonctionnalités, venir prendre plus de temps sur spéquer, etc. Et donc, on a découpé notre flow en 4 étapes via un workflow qu'on a développé sous Cloud Code. On a la première phase qui est donc nous, les humains. C'est marrant de dire comme ça, mais en tant qu'humain, on va venir spécifier l'intention, spécifier le besoin du produit via des données qu'on a pu récupérer directement sur le terrain ou via des amplitudes, etc. On va venir spéquer, donc créer le plan d'implémentation qu'on va directement donner à notre agent une fois que le plan pour nous est cohérent dans notre tête. À la fin, donc la troisième étape, ça va être de review. Donc c'est là où nous, on a la main en tant que designer, c'est est-ce que ce que Claude a fait ou ce que l'agent a fait est cohérent pour nous. On va venir tester l'interface, tester si c'est logique, cohérent, etc. Et à la fin, une fois que la review est passée, l'agent va pouvoir directement passer en done l'aspect et la feature et venir nourrir cette knowledge base en disant voici la dernière feature que Lise a sortie, par exemple, ou Finari. Et voilà. Donc, ce workflow, ça a été quelque chose de très important pour nous, puisqu'il est déclinable absolument dans tous les cas de figure possibles. Chez Lise, on a fait le choix de supprimer Figma. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte, on a quand même un design system, tout est documenté, c'est ce qui permet à Claude de pouvoir directement intégrer et implémenter les features à notre place, là où à l'époque, on l'aurait fait dans Figma pour ensuite passer sur un curseur ou autre et le faire. On a déjà tous nos composants qui sont développés, on a déjà tous nos composants qui sont prêts, documentés, leur usage, leur pattern. Donc Claude a juste à lire ses patterns, ses rules, mieux qu'un être humain pourrait le faire, puisqu'il a des règles précises à suivre. Alors quand on a fait ça avec Maxime, Thomas et Benoît, je me suis dit comment est-ce que moi, chez Finari, je pouvais réutiliser ça. Chez Finari, je ne peux pas faire ce que je veux. C'est une boîte avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de personnes, pardon. Et j'ai décidé de repartir de ce flow, de ce workflow, pour que la finalité ne soit pas quelque chose de développé, mais qui soit dans Figma. Pour qu'on ait encore la liberté de pouvoir modifier, itérer dans Figma, et que le designer puisse avoir entre les mains un outil qui leur est un peu plus familier qu'un terminal, même si ça passe quand même par un terminal, vous le verrez. Voilà, c'était mon objectif. Et après ça, la question était, la problématique que j'avais sur Finari, pour vous donner un peu de mon background, quand je suis arrivé chez Finari, il n'y avait pas de design system. Il y avait un UI kit sur Figma, des composants sans cesse détachés, rien n'était documenté, et je me suis posé la question de le produit scale très vite, il y a des levées de fonds, il y a beaucoup d'utilisateurs, il faut qu'on ait un système qui nous permet de délivrer plus vite. Donc mon travail chez Finari, pour vous donner du contexte, ça a été de repartir d'une feuille blanche. Je suis reparti d'un Figma et j'ai tout refait. J'ai tout refait pour que le contexte soit sain, propre, clean. Et grâce à ça, ça m'a permis ensuite de pouvoir commencer à développer les composants. Donc on a formé une squad avec certains développeurs de Finari et on a commencé à réintégrer tous ces composants dans notre repo design system. Et on a mis en place Code Connect, si vous connaissez, pour qu'on ait vraiment l'équivalent design et dev. Et le projet a stagné. Il y avait des objectifs de l'entreprise, des nouvelles features à développer. Et donc, je me suis posé la question, comment faire pour que ces composants qui ne sont pas encore développés soient développés? Et donc, ma solution, ça a été d'intégrer ces composants qui manquent dans les nouvelles features qui sont en train d'être développées, et comment faire en sorte que les designers qui ne lisent pas la documentation, qui ne lisent absolument pas les conventions de notre design system, puissent les utiliser correctement. Et donc, j'ai développé un tool à partir du workflow que Maxime vous a présenté, qui documente absolument tout notre design system Figma. Tout est importé, tous les composants, tous les patterns, tous les usages, tout est documenté. Ce qui permet à Claude de pouvoir, via des registries, importer tous nos composants, tous nos tokens, et composer les nouveaux composants ou les écrans à notre place.
Donc, pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble, Maxime, tu peux mettre sur pause. Voilà. Alors, si tu peux revenir un petit peu en arrière. Voilà, ce que vous voyez à droite, c'est ce que Maxime vous a décrit tout à l'heure, c'est la spec. La spec, c'est plus fort qu'un prompt. La spec, c'est tout le contexte de ce que je veux faire, que ce soit un écran, un composant. Dans cette spec, Claude liste l'intégralité de tous mes composants Figma que j'ai besoin, en l'occurrence, ici, pour créer une nouvelle page. Voilà, je veux créer 7 nouvelles pages qui sont faites des déclinaisons par rapport à un use case très précis. On voit ici un schéma ASCII qui représente en fait mes composants qu'il connaît très bien et comment est-ce que je veux que ça ressorte. Il peut parler du background, etc. Donc cette spec, je l'ai rédigée avec Claude. Claude a tout le contexte et donc me sort cette spec qui est en fait l'input de tout ce workflow. Après ça, je n'ai pas besoin de prompt, j'ai juste besoin d'actionner le workflow. Vous voyez ici, design workflow. Je lui donne l'action de design et je lui arrobase la spec en l'occurrence. Donc là, vous voyez, il va run. Et donc là, il me génère tous les écrans qui sont 100% compliance à mon design system. Et là, j'ai gagné littéralement 2 heures de taf, 3 heures de taf. Et tout est linké. Vous voyez, il s'agit de composants, etc. Rien n'a été inventé par Claude. Et l'avantage de ça, c'est que moi qui suis designer, ça me fait gagner du temps, mais ça laisse aussi la possibilité à n'importe qui dans la boîte de pouvoir créer. En l'occurrence, sur ce flow-là, ma product manager qui n'a jamais touché à Figma m'a sorti des écrans, des composants 100% compliance à mon design system. C'est même mieux que les propres designers qui travaillent chez Finari. Et j'étais le premier assez bluffé. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc, aujourd'hui, chez Finari, n'importe qui peut développer des features, peut développer des nouveaux écrans, des nouveaux composants, systématiquement, grâce au terminal, grâce à Claude, grâce à Bridge, c'est le nom qu'on a donné à ce layer intelligent. Et donc, pour vous donner pour rentrer un peu plus en détail, on ne passe pas par le MCP officiel de Figma qui est, je suis désolé s'il y a des représentants de Figma ici, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Donc, on passe par l'API plugin qui est bien plus intéressante et par le MCP non official vous le verrez dans le repo, j'ai plus le nom de la personne, mais qui a fait un travail fantastique qui nous permet du coup de faire ça. Et donc, mon travail à moi, ça a été juste de faire un layer intelligent par-dessus pour avoir ce que je voulais en termes de résultats. Et donc, si on peut passer à la suite, je te laisse continuer là-dessus. Yes. Et donc avec tout ça, on s'est dit, en soi, c'est les méthodes qui changent, les outils, mais c'est pas fondamentalement le métier de designer parce qu'on continue toujours de créer, juste d'une autre forme. Typiquement, moi, je sais que j'ai cette sensation que quand je suis dans un terminal, j'ai l'impression aussi de designer d'une autre façon, mais designer des workflows, une infrastructure. Et en fait, le rôle du designer, ça va plus être une sorte d'orchestrateur plutôt que d'un simple exécutant, comme on a pu voir depuis le début, qui va venir juste cracher des interfaces. Et en soi, c'est pas ça le rôle de designer, c'est d'aller penser directement l'intention. Et donc, on a fait un schéma assez simple de comment nous on voit les choses. C'est en fait, avant, on passait 30% de notre temps à créer, ce qui est en réalité la plus-value du designer. Et aujourd'hui, 70% à exécuter. Et donc, il y avait une tendance plus vers l'exécution que vers la création. Donc là, pour les citer sur l'aspect création, c'était plutôt cadrer le produit, venir décider et donner les intentions des features. Et sur l'aspect exécution, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur documentation, prototypage, refactoring, etc. Et là, en fait, aujourd'hui, la tendance change parce qu'en fait, on voit que le designer va venir à 100% créer. En tout cas, dans notre cas, on a l'impression de créer à 100% et de déléguer toute cette phase d'exécution à un Claude, à un agent, parce qu'on a réussi en tout cas à notre échelle, à faciliter l'orchestration de celle-là. Ce que je remarque aussi, c'est que sur la plupart des choses qu'on créait avant, on est nettement meilleur en réalité. Et on a aussi ajouté 2 nouvelles primitives qui sont le system thinking, qui va permettre tout simplement de penser tout un système qui va être scalable, donc l'orchestration du designer vers l'exécution, et la craft gouvernance où en fait c'est bien plus simple d'itérer aujourd'hui qu'avant. Juste pour ajouter un mot,
on n'est pas là pour vous dire supprimez Figma, arrêtez d'utiliser Figma. On est là pour vous dire chaque entreprise est différente, chaque entreprise a sa manière de fonctionner. Il n'existe pas un schéma tout droit, tracé, qu'il faut suivre. Nous, ici, on voulait vous partager deux visions qu'on croit, celle d'un monde où on n'est pas obligé de passer par Figma pour pouvoir avoir aujourd'hui un résultat, et celle où on peut aujourd'hui encore passer par Figma, vous l'avez vu, et où en fait ces barrières qui, à l'époque, entravaient chacun nos métiers, sont en train de s'effondrer et permettent à des product managers de designer mieux que des designers. L'idée derrière tout ça, c'est de savoir où est-ce que vous voulez mettre le curseur. Est-ce que vous voulez mettre le curseur vers la création et donc rester dans Figma pour avoir plus de liberté, mais du coup aller moins vite que certains de vos concurrents? Ou alors, est-ce que vous voulez déléguer la partie de la création, de l'exécution à un agent et aller plus vite, mais sortir des features qui seront moins jolies, qui seront en fait beaucoup plus basiques pour les utilisateurs. Donc c'était vraiment cette réflexion qu'on voulait vous partager. Nous, on a nos convictions qui sont personnelles. À vous de faire les vôtres et à se questionner sur qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aller plus vite, plus qualitatif? Voilà, merci. Ah oui, petite précision, ce workflow, notamment sur Figma, qu'on vous a partagé, est open source. Donc n'importe qui ici peut l'utiliser pour son produit. Le QR code est juste ici. Vous avez juste à l'installer à le cloner en fait sur votre machine. C'est totalement gratuit. Il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui qui l'ont cloné de leur côté. Et vous pouvez, enfin, je reçois plein de messages en tout cas sur le fait que ça fonctionne, sur le fait que ça aide beaucoup d'équipes. Donc, libre à vous de pouvoir l'utiliser et expérimenter de votre côté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je me demande quelles sont des contraintes, des challenges que vous rencontrez maintenant, plutôt côté opérationnel dans l'équipe. Le workflow, je pense, peut-être dans le workflow aussi, parce que j'imagine techniquement, peut-être il y a des contraintes, des challenges imprévus. Et aussi dans les relations avec les product managers, par exemple, ça change un peu peut-être la communication et, je sais pas, les échanges. Comment ça impacte les deux? Alors, je peux vous donner ça à partir du prisme de Finari, puisque chez Lise, on n'a pas de product manager. La communication a été beaucoup plus facile. C'est-à-dire que lorsqu'on a exploré ce workflow, ma product manager s'appelle Justine, donc je vais la nommer Justine. Justine je lui ai dit directement, on n'utilise pas Notion, on n'utilise aucun de tous ces outils, on va utiliser GitHub pour versionner et avoir une seule source de vérité sur l'ensemble de nos specs. Elle a utilisé GitHub pour la première fois, elle a fait ses commits pour la première fois, elle a créé ses branches pour la première fois, et ça a été pour elle un très grand apprentissage. Et ça a été pour elle aussi une manière, elle se sentait pousser des ailes sur le fait de designer dans Figma, elle ne savait pas utiliser Figma, et elle faisait des interfaces qui étaient mieux que n'importe quel designer. La communication a été largement meilleure et on a délivré aussi beaucoup plus vite. En l'espace d'une journée, on a fait une 30aine d'écrans, pour vous donner une idée. Donc, si on met en parallèle par rapport à avant, on a gagné beaucoup plus en termes de langage, en termes de communication. Je me suis jamais senti aussi proche de ma manager autour de ça, puisque en fait, on a passé vraiment 90% de notre temps à brainstormer sur la spec plutôt qu'à passer du temps à faire des flows, à que je fasse des interfaces, qu'elle me fasse des retours, etc. On a pensé ensemble le produit et ensuite on a eu le résultat qui a été exécuté par un agent, par Claude en l'occurrence, à travers ce workflow. Ça a été pour nous beaucoup plus simple en tout cas de fonctionner de cette manière. Bonsoir. Quel est le niveau de granularité du design system que vous injectez en contexte pour générer tout ça? On s'arrête sur des composants atomiques ou vous allez très très loin dans les, je sais pas, jusqu'à mettre des interfaces complètes du produit, ou on s'arrête à un niveau assez bas? Alors Maxime, je te laisse répondre sur la partie de Lise et moi je vais répondre sur la partie de Finari parce que c'est une très bonne question. Pour le coup, sur Lise, on est parti sur la stack de Vercel, donc le registry de chat CN, et après je pense que c'est exactement le même principe que chez Finari.
Donc forcément, on va venir appliquer l'Atomic Design de Brad Frost. Et donc, c'est-à-dire que tous les composants de manière atomique jusqu'à template, donc ça, ils sont stockés, standardisés et conventionnés. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer des sortes de slot components, c'est-à-dire des composants qui vont remplir d'autres composants, si je dois faire ça assez simplement, et donc lister toutes les patterns possibles. Après, il y a des nouvelles patterns qui peuvent se créer, des nouveaux composants, et donc après, c'est à l'agent, via nos conventions, qui sait du coup créer ces composants-là. Et pour étayer sur le prisme de Figma, le workflow que je vous ai présenté et le résultat, ça n'a pas été un one-shot. J'ai beaucoup itéré dessus. Et au début, je n'avais pas intégré la notion de template, de layout. Et donc Claude me générait des écrans avec tous nos composants de notre design system, c'était très bien, mais c'était pas Finari. Pour que ça ressemble à Finari, j'ai créé des composants de template. Typiquement, là, vous avez vu l'écran qu'on a généré tout à l'heure. En réalité, Claude, c'est précisément à quoi ressemble Finari, quels sont les layouts de Finari, quels sont les templates qu'on réutilise, par exemple, pour des formes. Et donc, il sait précisément comment composer la UI avec des éléments atomiques. C'est ce qui permet d'avoir un résultat qui est nettement de meilleure qualité et qui permet en fait d'avoir en même temps cette granularité, mais en même temps aussi ce côté il sait précisément sur quel node ID se reposer, en l'occurrence pour les templates. Et donc en fait, il les réutilise et il remplace le contenu à l'intérieur avec les bons composants de la spec. Voilà pour répondre à ta question. Merci. On va prendre une dernière question et après on enchaîne. Merci beaucoup pour la presse et pour les convictions. Moi, je partage votre point de vue. Je pense qu'effectivement, toute la partie production est amenée à être automatisée. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'effectivement, ce rôle d'avoir une vision, une stratégie, de travailler les features, ça fait aussi partie du rôle de designer, d'accumuler de la recherche utilisateur, etc. Donc, on va pouvoir se concentrer là-dessus. On va pouvoir enfin éviter ce qu'on nous demande toujours, c'est-à-dire de chier des maquettes, excusez-moi du terme. Et donc ça, c'est une super bonne chose, mais comment on va se positionner et comment on va prendre notre place au-dessus, plus haut dans la hiérarchie, parce que je pense que c'est tout ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la première question. Et deuxième toute petite question, côté code, là, vous le dites pas, mais enfin, vous en avez parlé, vous avez un dev. Parce que c'est quoi la qualité du code vraiment? Parce que bon, pour le contexte, pour tout ça, c'est nickel. Mais d'expérience, ça produit pas du code parfaitement, genre en termes d'accessibilité, en termes de balisage, etc. À quel point vous faites de la review avec un dev qui a de l'expérience et est-ce que c'est possible de faire ça sans un dev qui a de l'expérience? C'est une très bonne question. Tiens, Maxime, comme ça, tu pourras aussi donner ton avis. Alors, pour vous donner un peu de contexte, quand on a commencé Lise, on a tous, et je pense pour la plupart d'entre vous, utilisé Cursor. Puisque on avait besoin d'un IDE et parce que aussi systématiquement, quand on faisait, en tout cas pour Lise, du Figma to code, on avait besoin de fixes systématiquement des choses qui n'allaient pas. Le fait d'avoir un développeur comme reviewer, c'est la même chose que Finari où moi je supervise le travail que la product manager a généré. Je regarde si rien n'est cassé, si rien n'était override. Et c'est la même chose en fait pour le code sur Lise. On a la chance d'avoir un développeur qui review ce qu'on fait. Et ça, c'était au début. Une fois qu'on est passé à Opus 4.6, on a lâché Cursor, on n'utilise plus Cursor. Et si vous voulez avoir mon avis, je pense que Cursor est mort. Et on a décidé de passer par un outil qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Warp. Je vous le conseille, c'est un terminal intelligent. Et donc, en fait, on ne touche plus au code. Opus 4.6 est tellement bon dans l'output que, en fait, le composant, juste s'il a été pensé correctement dans Figma, Figma a une représentation graphique de ce qui se passe dans le code. Donc, si votre composant est correctement configuré dans Figma, il sera correctement implémenté via un Cloud Code. Et en l'occurrence, Opus 4.6 aujourd'hui nous permet de ne plus utiliser Cursor et d'avoir un résultat qui est systématiquement excellent et où on sait qu'il y aura, voire pas du tout, de choses à toucher dessus. Moi, j'ai ajouté quelque chose, c'est que en réalité, nous, pour qu'on a fait pas mal d'agentique avec Noé, le modèle, c'est qu'une composante, voire une primitive. En réalité, il n'a pas énormément d'importance sur l'output. Ce qui va être important, c'est tout ce qui sera derrière. C'est-à-dire les conventions, les règles, des références, des templates, des patterns, etc.
C'est tout ce que l'agent peut charger et qui va lui servir de contexte. Typiquement, si vous voulez faire de l'output simple, vous pouvez mettre un IQ, le modèle le plus bas, il fera très bien l'affaire. Par contre, si vous voulez un agent qui va route vers des sub-agents, etc., là, il faudra un modèle intelligent qui saura plutôt amener d'un point A à un point B plutôt qu'un point C à un point D, etc. Donc, pour le coup, le modèle, c'est pas ce qui est le plus important, c'est surtout tout ce que vous mettez derrière, l'infrastructure. Si c'est clair pour vous, ce sera clair pour un agent, en tout cas. Et nous, moi, en tout cas, le seul conseil que je peux donner, c'est éviter au maximum de surcharger les outils, à part des outils comme Amplitude qui donnent de la data, Sentry, etc., qui sont très valuables. Par contre, tous les outils qui sont inutiles, mettez tout dans un repo ou dans des .md, comme on le fait avec Claude. Mais voilà, un peu pour répondre à la question aussi de l'accessibilité, etc., tout ça, ça se gère très bien dans des règles, dans des conventions. Et pour revenir très rapidement, avant de finir, quand Maxime tout à l'heure vous a présenté le fait de passer uniquement par GitHub, c'est aussi pour éviter ce genre de problème. Le fait d'avoir trop de dépendance à droite à gauche, vous noyez en fait votre contexte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la mode du monorepo revient en force. C'est aussi parce que Claude a tout le contexte à un seul endroit. Donc vous êtes sûr qu'il ne peut pas se tromper. Voilà. Surtout, vous économisez aussi des tokens. Les MCP, c'est très cher, c'est très lent, des fois imprécis. Là, on repart plus sur de la CLI en ce moment. Donc voilà, ça peut être très coûteux, en tout cas, si vous avez des abonnements à 20 € par exemple. On vous parle d'expérience, parce qu'on a cramé $1000 de tokens en l'espace d'une semaine. Ouais. Donc vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Merci. Bon, écoutez, c'était trop intéressant. Donc, on reste. Il y a plein de pizzas. On a goûté d'ailleurs. On s'est permis. Et elles sont très bonnes. C'est la première fois. Donc, Jordan, qui est chargé de la communication et de tous les événements, va vous parler de tous les prochains événements sur ces sujets et d'autres d'ailleurs. Juste pour vous dire, on a déjà plein d'événements, enfin d'autres événements avec Dust qui vont vite arriver. Le prochain fin avril, on en aura aussi en mai. Et voilà, on fait tout plein d'événements sur l'IA en ce moment. Vous en avez un peu pour tous les goûts. On fait des événements donc qui sont gratuits, qui sont en ligne, qui durent en général 45 minutes, c'est sur l'heure du déjeuner. Et on fait aussi des workshops d'une demi-journée qui là sont des événements payants ou même des formations. On a des replays sur l'IA. Enfin voilà, pour vous dire, je vous encourage. On a un replay avec Michael qui est juste là, qui a fait il y a 2 semaines un workshop d'une demi-journée sur Lovable avec nous. Donc voilà, vous pouvez le retrouver pareil sur notre circle. Voilà, je vous invite vraiment, si vous avez des questions. Romain aussi qui est là. Ouais, Il est Romain. encore là, Romain, qui va faire un workshop aussi sur Figma ou Figma Make. Donc on verra parce que ça sera en juin, je crois. En juin, ouais, c'est prévu du en coup, juin. ça aura vachement changé, je pense. Donc voilà, mais Romain Dao saura s'adapter. Et donc aussi un workshop sur l'automatisation avec N8N ou N8N. Et on en fera aussi avec Notion, avec Contournement. Ouais. Enfin bref, il y en a plein. Mais du coup, après, c'est aussi chouette de tester. Enfin, après, c'est des usages. Si ces outils existent, c'est qu'ils ont un intérêt ou ils en ont eu un à un moment donné. Donc, puis ça dépend aussi de votre boîte, enfin de ce que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est vraiment, voilà, venez tester tout ça avec la communauté. Donc en tout cas, merci. Et puis voilà, le bar est ouvert. Et discutons. Et merci à Dust